Bienvenue dans cette nouvelle émission Blablacar tous les mardis à 21h, une émission où on parle de bien-être, on parle ésotérisme, on parle intuitif, on parle psychologie, psyché, corporelle, physique, énergétique, bref, tout ce qui peut avoir rapport au bien-être. On choisit des sujets, on fait des tirages de cartes, des lectures de l'inconscient, et voilà, et on débat, on discute, on partage. C'est tout le but de cette émission. C'est de pouvoir partager entre nous, rebondir, s'intéresser, et se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes notions, malgré les mêmes mots. Et ce soir, le sujet, c'est les mémoires. J'avais envie de parler des mémoires pour plusieurs raisons. En fait, c'est venu d'une discussion sur les souvenirs. Et donc, j'avais envie de parler de mémoire parce que, au-delà d'avoir différents types de mémoires, on va le voir, il y a aussi des mémoires spirituelles. Ça, ce sera la fin. Ce sera la fin. Donc j'ai fait des petites recherches, comme d'habitude. Le but, c'est d'avoir des définitions, avoir plusieurs articles que je concatène pour essayer d'avoir un petit peu de mâche sur lesquels se reposer, pour qu'on puisse avoir chacun des connaissances. Les types de mémoire, en vrai, c'est des connaissances quelque part que j'avais dans ma mémoire. Mais alors là, vous les ressortir ou machin, j'en aurais été franchement incapable. Donc c'est super de pouvoir revenir dessus. Je suis très content. Et on va parler déjà des différents types de mémoire présentés par la science et reconnus par la science. Il y a plusieurs façons d'aborder les mémoires. Il y en a qui vont aborder le court terme et le long terme. Il y en a qui vont aborder directement par type de mémoire. Et également, on va parler de profil d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir des types de mémoire, c'est comment on les travaille. Comment on travaille cette mémoire, comment on fait pour passer de la mémoire de court terme à long terme, etc., etc. Donc il y a plein de petites choses. Et j'ai un chat. Oui. Tu viens nous dire bonjour ? Dis bonjour aux gens. C'est la mascotte. Bonjour aux connectés. N'hésitez pas à faire un petit coucou, même si vous restez dans l'ombre et que vous n'avez pas forcément envie de papoter. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça ferait plaisir, évidemment. Donc, en type de mémoire, on a 5 grands types de mémoire qui sont présentés par la science aujourd'hui, que sont la mémoire du travail, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique, la mémoire procédurale et la mémoire perceptive. Donc on va aborder un petit peu ces différents grands types de mémoire pour savoir à quoi ils correspondent. La première, c'est la mémoire de travail. Donc ça, c'est une mémoire à court terme. C'est une mémoire un peu comme la mémoire vive dans les ordinateurs. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une information à retenir sur l'instant, mais on sait que c'est pas une information à stocker. Donc par exemple, un numéro de téléphone ou un code qu'on nous demande souvent par SMS, etc. Les choses comme ça, parfois on le lit, soit on recopie, mais moi ce que je fais souvent c'est que je le lis et je me le répète dans ma tête jusqu'à le mettre dans le champ correspondant sur le site. Et basta, ça c'est de la mémoire de travail. Mémoire à court terme, on a besoin d'une information, d'aller choper un dossier, machin, etc. Tiens, où c'est, enfin, voilà, ça va être un mélange de
procédurale et de mémoire de travail, mais bref. Donc voilà, c'est ça. Mémoire de travail, c'est on retient et on manipule une information à un instant T pendant une courte période. Ensuite, on a la mémoire sémantique. Donc la mémoire sémantique, si on se base un petit peu sur l'étymologie du mot sémantique ou d'autres façons de l'utiliser, on sait que c'est par rapport au mot. Et donc, c'est le fait de stocker des connaissances générales sur le monde, le langage, etc. Donc, ça va être le fait de retenir des mots, de faire des associations de mots, le fait de se faire entendre, comprendre, etc. Je crois qu'il y a un chat qui veut sortir. Je vais vous abandonner une petite seconde, je suis désolé. Je vais faire sortir le chat parce que sinon... Attends. J'arrive. Restez assis. Déjà de retour. C'est l'avantage de ne pas habiter dans un château. Du coup, je reprends mémoire sémantique. Donc stocke les connaissances générales sur le monde. Donc ça c'est grosso modo ce qu'on va apprendre à l'école. Donc c'est les connaissances générales et le langage. En gros c'est ça. Ensuite on a la mémoire épisodique. Donc la mémoire épisodique, ça va être les... En fait, c'est un mélange de deux choses. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je n'ai pas noté les mots d'ailleurs derrière, mais... l'épisodique, c'est les souvenirs de sa propre vie. Donc c'est les souvenirs vécus qui associent un contexte à une émotion. Souvent, quand on a un souvenir, on se souvient, on visualise, oui, mais on y associe une émotion avec. La joie, la tristesse, la peur, enfin bref, qu'importe. Et cette mémoire-là, elle est hyper intéressante, mais je vais y revenir après. Parce que c'est ce qui a fait que j'ai pris ce sujet-là pour le live de ce soir. Donc on va en reparler juste après. Ensuite, on a la mémoire procédurale. Donc là, c'est gère les savoir-faire et les gestes automatiques. Donc faire du vélo, nager, etc. En fait, la mémoire procédurale, ça va être la mémoire biomécanique, biomécanique. C'est l'utilisation de son corps, apprendre des compétences, des mouvements, des savoir-faire, des gestes à travers le physique et son corps. Ça, c'est la mémoire procédurale. Quand on est bébé, la mémoire procédurale, elle a cette particularité, façon de parler, mais toute mémoire à long terme passe par du court terme. C'est-à-dire que la mémoire épisodique, avant d'être stockée dans votre mémoire à long terme comme un souvenir, elle passe par la mémoire quelque part de travail. Donc ça passe par la mémoire à court terme. Il y a une association émotion contexte, et ces deux choses-là vont faire une brique. Cette brique, vous allez finalement décider consciemment ou inconsciemment de la stocker dans la mémoire à long terme. La mémoire procédurale, c'est un petit peu la même chose. La mémoire procédurale, en fait, par exemple un bébé qui apprend à marcher, il va essayer, réessayer, enfin bref, il va tomber et compagnie, jusqu'à ce que le corps et l'esprit apprennent comment fonctionne le mouvement et que ça devienne une habitude instinctive et en fait un mouvement mécanique inconscient. Donc on passe par des phases d'apprentissage avec de la mémoire de travail, donc à court terme, et ensuite c'est stocké par la répétition dans la mémoire à long terme, dans la mémoire procédurale.
Et la dernière mémoire, c'est la mémoire perceptive. C'est la mémoire qui réagit aux stimuli sensoriels. Images, sons, odeurs, etc. Donc la mémoire perceptive, ça va être la mémoire de nos 5 sens, en gros. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça. En général, on en définit que 3, mais on va en reparler après. Et cette mémoire perceptive, c'est pareil. Elle est normalement... C'est un mélange de mémoire de travail à court terme et en même temps qui peuvent faire appel à des mémoires à long terme qui vont être stockées. Par exemple, une odeur qui va vous rappeler votre Madeleine de Proust. Par le toucher, ça me rappelle ce souvenir-là, ou l'odeur qui va vous réveiller quelque chose. Donc c'est à la fois un stimuli qui est sur le moment, et ensuite qui va déclencher un contexte et une émotion dans la bibliothèque, dans votre mémoire de long terme. En tout cas, sur le moment, la mémoire perceptive, c'est bien la mémoire de l'utilisation des sens au présent. Je voulais revenir sur la mémoire épisodique, parce que cette mémoire-là, elle est hyper intéressante, notamment pour les souvenirs. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le cerveau retient beaucoup mieux une émotion et une sensation que la réalité visuelle du souvenir. C'est-à-dire que ça a été prouvé, je sais plus depuis quand, mais ça fait un moment maintenant. Les souvenirs évoluent avec le temps. C'est-à-dire qu'un souvenir que vous avez, si ça se trouve, malgré le fait que ce soit très clair dans votre tête, c'est peut-être pas ce qui s'est passé. Et vu que le cerveau priorise d'une certaine manière l'émotion, c'est l'émotion qui va parfois avec le temps altérer le souvenir pour correspondre d'autant plus à l'émotion. Et ça, c'est un truc de fou. Donc, on ne peut pas prendre ses propres souvenirs comme une vérité absolue. Et ça demande du recul et le fait d'être un peu humble, une prise de recul de fou, quoi. Je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Quand j'étais petit, moi j'ai 3 sœurs, et quand j'étais petit, j'ai une de mes sœurs qui s'est coincée le pouce dans une porte. Le souvenir que j'en ai, et j'ai encore les images là. Le souvenir que j'en ai, c'est que on jouait à se courir après avec 2 de mes sœurs, et qu'à un moment donné, il y a une de mes sœurs qui s'enferme dans la salle de bain, enfin qui court et puis qui ferme la porte derrière elle, suivie d'une autre de mes sœurs et de moi derrière. Et donc, la sœur qui veut rentrer dans la salle de bain aussi, en fait, met sa main et il y a son pouce qui se retrouve coincé dans la porte. Donc évidemment, crise internationale, douleur et cri, ce qui est bien normal. Et ben, ce souvenir, il est faux. Et comment je sais qu'il est faux? C'est parce que un jour avec mes sœurs, on en a reparlé de cet épisode-là, et mes 3 sœurs ont été unanimes, elles ont le même souvenir, qui est différent du mien. Il faut savoir que, malgré le fait que j'ai l'image dans ma tête, je n'ai pas participé, enfin je n'étais pas dans la course-poursuite avec mes sœurs. Donc je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Et certainement que j'ai vu ma sœur, entendu d'abord, crier, puis je suis allé voir ce qui se passait, pleurer, son ongle, tous ceux qui sont fait mal sur le bout d'un doigt savent ce que c'est. Donc violet, injecté de sang de poule dans le... Bref. Et ben ce choc émotionnel a fait qu'avec le temps, ça a dégradé mon souvenir et ça l'a adapté par rapport à l'émotion de moi, ce que j'ai vécu sur le moment.
donc mon cerveau a créé un souvenir. Et ça, c'est un truc de ouf. Donc parfois, parler en famille ou avec des vieux amis, etc., de souvenirs, ça peut être rigolo de se rendre compte que parfois on a deux réalités différentes alors que vous étiez au même endroit. Deux souvenirs différents de quelque chose qui s'est passé. Et en fait, le plus important là-dedans, c'est surtout le ressenti de ce que vous avez vécu et retenu, plus que le visuel ou la scène en tant que telle. Même si c'est frustrant. Parce qu'on se dit, mais je suis fou? Comment ça, ma mémoire quoi? Donc voilà. Donc ça veut dire que votre mémoire, même à long terme, qu'on dit pourtant mémoire morte, comme un disque dur, quand c'est inscrit, ça bouge pas, bah c'est pas vrai. Dans le cerveau, la bibliothèque à long terme, la bibliothèque de stockage, peut s'en trouver modifiée. Alors les souvenirs, c'est un cas particulier. Est-ce que c'est le cas pour d'autres choses qui sont stockées dans notre mémoire à long terme? Certainement. Certainement. J'ai pas la réponse à ça, mais certainement. C'est mon ressenti en tout cas. Maintenant, comment on fait travailler la mémoire procédurale, la mémoire perceptive? En fait, le procédural et le perceptif vont aller de pair pour créer un contexte et en fait la répétition utilisée avec les sens va créer une habitude. Donc il y a 3 modes de fonctionnement pour apprendre ou retenir une leçon, une mécanique, un geste, enfin voilà, on va dire leçon, en tout cas c'est ce qui était marqué. Visuel, la mémoire photographique. La mémoire auditive. Donc le visuel, c'est image, schéma, couleur, symbole, etc., etc. L'auditif, c'est les sons, les mots, parce que son et mots, c'est pas pareil, mais ça passe par l'oreille. Son et mots. Bonjour les gens de Twitch et Facebook, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Même si vous n'avez pas envie de papoter, juste faire un petit coucou, ça fait plaisir. Et kinesthésique, haptique. Donc ça, le kinesthésique et l'haptique, c'est le toucher. Retenir par le mouvement, l'action et le toucher. Donc le mécanique, mais avec les mains. Voilà. Ça, ce sont les mémoires que la science présente aujourd'hui. Donc, mémoire de travail. Je fais une petite répétition, petit rappel. Mémoire de travail, retient et manipule une information pendant quelques secondes, comme retenir un numéro de téléphone. La mémoire sémantique stocke les connaissances générales sur le monde et le langage. Mémoire épisodique garde en mémoire les souvenirs vécus avec leur contexte personnel et émotionnel. Mémoire procédurale gère les savoir-faire et gestes automatiques, faire du vélo, nager, etc. Donc tout ce qui est biomécanique. Mémoire perceptive, la réaction aux stimuli sensoriels. D'ailleurs, les traumas, certains traumas passent par la mémoire perceptive. Ça va être les stimuli sensoriels qui peuvent redéclencher des mouvements de peur, de trauma, etc. Et donc les profils d'apprentissage, on a dit visuel, auditif et kinesthésique haptique, donc le mouvement et le toucher, et l'action. Et de tout ça, donc ça c'est les différentes mémoires présentées par la science, mais ce qui me semblait aussi important d'aborder, et c'est un sujet que je connais relativement peu, je connais des gens qui travaillent là-dedans et qui j'ai fait appel d'ailleurs à un moment donné de ma vie. Mais vu qu'on est dans le bien-être, vu qu'on est dans l'ésotérisme, l'intuitif, etc., le monde invisible aussi, je trouvais ça intéressant de parler et de la science conventionnelle moderne et en même temps de la science, je mets des guillemets,
spirituelles, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est du courant spirituel. On va parler des mémoires akashiques, ou des annales akashiques, ou la mémoire universelle, conscience universelle, etc., etc. Bref, il y a plein de façons de l'appeler. Et pour ça, j'ai trouvé un super article qui vient d'un site qui s'appelle Vie en énergie, mais que je trouvais assez intéressant, parce qu'il n'est pas tagué de quelque chose de forcément perché, etc. C'est quelque chose qui est déposé et qui permet de réfléchir sur la question. Donc je trouvais ça super intéressant. Et il y a des petits points, c'est quelque chose de très, très procédurier, justement, assez académique. Donc ça va être bien, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, de pouvoir aborder ce sujet-là, sans partir dans des délires un peu New Age. Parce que c'est quelque chose que j'aime pas forcément de toute façon. Alors, déjà, un truc intéressant, c'est que mémoire akashique, ça vient d'un mot akasha, qui est la traduction du mot sanskrit, qui veut dire ciel, cosmos ou éther. Donc en fait, les mémoires akashiques, c'est des mémoires d'une bibliothèque universelle invisible dans l'univers, dans en tout cas qui n'est pas sur la planète Terre à proprement dit, qui n'est pas physique. Donc ça montre déjà, voilà, mémoire dans le ciel, mémoire dans l'éther, quelque chose d'invisible, mémoire dans le cosmos. Là, on a toute la définition juste par l'étymologie du mot. Alors là, je vais vous lire l'article, tout simplement. Et après, on reviendra dessus pour ceux qui veulent. Moi, si j'ai besoin de rebondir, je le ferai, mais n'hésitez pas aussi si vous avez besoin de rebondir par rapport à ce sujet-là. D'ailleurs, si vous voulez partager ce qu'est pour vous ce que sont pour vous plutôt les mémoires akashiques, si vous les avez déjà utilisées vous-même ou si vous êtes passé par des personnes pour faire justement des séances de mémoire akashique, n'hésitez pas. Du coup, certains l'appellent les mémoires akashiques. Ce concept issu des traditions spirituelles orientales évoque un espace subtil hors du temps, une source de savoir illimité. Une idée séduisante mais qui soulève de nombreuses questions. Peut-on réellement y accéder ? Est-ce un phénomène objectif ou une construction de notre psyché ? En Occident, la notion a été popularisée au XIXe siècle par le mouvement théosophique. Depuis, elle intrigue autant les mystiques que les scientifiques. Certains y voient une trace de l'inconscient collectif, décrit par Jung, d'autres une manifestation d'états modifiés de conscience. Et quelques chercheurs en physique théorique se demandent si elle pourrait s'apparenter à l'idée d'un univers holographique. Alors que nous dit la science et surtout, qu'est-ce que cela change dans notre vie quotidienne ? Parce que c'est bien là la question. Une mémoire accessible à la conscience ? L'idée d'un accès aux mémoires akashiques repose sur un postulat. Notre conscience pourrait capter des informations au-delà de notre mémoire personnelle. Donc ça, je vais faire un petit à côté. On a fait des émissions sur l'intuition, les canaux de communication autres que la parole, autres que nos 5 sens. Il y a plein de projets et de gens, d'histoires, etc. qui montrent que de toute façon, on a d'autres moyens de communication entre nous et des moyens d'accès à certaines informations chez l'autre. Par exemple, la clairvoyance, la clairaudience, etc. C'est quelque chose qui est plus approuvé et que j'ai vécu moi-même, où j'arrive à capter des images, des mots, ça peut être des souvenirs, des choses passées de la personne, ou des choses présentes que la personne est en train de vivre, mais voilà, parfois je peux capter des choses vécues par la personne. Et ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer scientifiquement. Je peux juste vous dire que dans ma réalité concrète, ça s'est vérifié. Donc c'est quelque chose auquel je crois, bien sûr, et j'ai foi là-dessus, je suis
persuadé qu'effectivement, on a d'autres moyens de communiquer. Je vous avais donné plein d'exemples là-dessus. Et tout ça pour dire que notre conscience pourrait capter des informations au-delà de notre mémoire personnelle. Pour moi, ça me paraît évident. Après, là, je parle d'un lien entre personnes. Je parle pas d'un accès à une espèce de bibliothèque universelle. Donc, on va aller plus loin. Depuis des siècles, certaines pratiques, comme la méditation, l'hypnose ou le rêve lucide, sont décrites comme des moyens de connexion à ce champ d'information. Les états modifiés de conscience, il y en a 3, qui sont présentés là en tout cas. Les états modifiés de conscience. Donc on sait que le cerveau fonctionne à différentes fréquences, et en méditation profonde ou en rêve lucide, on génère des ondes θ, associées à l'intuition et la créativité. Certains témoignages suggèrent que ces états favoriseraient l'accès à des souvenirs d'une autre époque ou à des connaissances nouvelles. Il y a des personnes qui utilisent les rêves pour apprendre de nouvelles langues, pour apprendre des instruments, pour apprendre à danser, pour voilà, plein de choses. Donc oui, la méditation, mais faut pas oublier que dans les cultures plus anciennes, on utilisait des drogues, notamment pour accéder plus facilement justement à ces autres infos, aux autres canaux de communication. Ça peut être le chamanisme, mais d'autres aussi. Et on sait que le LSD, par exemple, à petite dose et bien dosé, peut permettre. Je sais plus le principe actif, j'ai oublié, mais voilà. Le second accès, c'est l'inconscient collectif et les archétypes. Carl Jung parlait d'un réservoir psychique commun à toute l'humanité. Nos rêves, nos intuitions, certaines synchronicités pourraient être le reflet de cette mémoire partagée. Donc, ce qu'on peut appeler aussi peut-être les égrégores. Donc c'est un mélange de tout ça. Donc c'est Carl Jung qui avait fait état en psychologie. Faudra aller plus loin, j'ai pas les détails là-dessus, mais ça pourrait être intéressant. Qui parlait du fait que on a une espèce de pot commun qui est créé et qui est partagé. Parfois on sait pas d'où vient l'info, mais on l'a. Et on a la physique quantique, l'information universelle. Donc il y a des physiciens comme David Bohm ont émis l'hypothèse que l'univers fonctionnerait comme un hologramme où chaque fragment contiendrait l'information du tout. Certains rapprochent cette idée des mémoires akashiques. Donc c'est partir du principe que quand on travaille avec la physique quantique, on est partout et nulle part, le temps n'existe pas, etc. Et que dans chaque fragment d'univers, tout l'univers y est inscrit, y est compris. Ça, pour avoir effleuré un petit peu de connaissances en physique quantique, voilà. Par exemple, un des derniers trucs que j'ai lu que j'ai trouvé fou, c'est qu'ils se sont aperçus que un fragment, un centimètre cube de l'univers, donc on s'en va de la Terre, voilà, quelques millions de kilomètres, et bien ce cube-là avait le même potentiel énergétique en quantique que justement 1 cm² d'un trou noir. Donc en fait, qu'importe l'état physique, la capacité, je sais plus comment il présentait ça, mais en gros énergétique du fragment était la même. Bon, maintenant, que peut-on faire? Que peut-on en faire concrètement dans notre vie quotidienne de ces annales akashiques? Parce que c'est bien, mais aujourd'hui on en entend pas mal parler, les médiums, la mémoire universelle, mémoire akashique, etc. Donc à quoi ça sert concrètement?
C'est un outil pour mieux se comprendre. Mais comme le dev perso, comme la spiritualité, comme plein de choses, en fait, c'est des outils de connaissance de soi qui vous permettent, dans l'absolu, et ça c'est ma croyance et c'est ma façon de le présenter, la connaissance de soi permet d'être plus en lien avec les autres. Pour moi, c'est à ça que ça sert. Donc les annales akashiques, c'est ça aussi. Que l'on considère la mémoire akashique comme une réalité extérieure ou une métaphore puissante, elles offrent un cadre pour explorer notre parcours de vie. Elles nous invitent à réfléchir sur nos expériences, nos blessures et nos apprentissages. Ça, je vous l'ai dit plein de fois et je vais vous le répéter ce soir. Mais il n'y a pas de mauvaise manière d'avancer dans la connaissance de soi et d'avancer par rapport à des problématiques que l'on rencontre dans sa vie, qu'on ait besoin de prise de recul, de retrouver un peu de sens à sa vie, de saveur, etc. etc. Que ce soit, qu'importe les pratiques, qu'importe ce que vous allez faire, en fait, c'est ce que vous allez expérimenter qui va créer ça. Donc que ce soit du magnétisme, des annales akashiques, la médiumnité, j'en sais rien, les oracles, même la réflexo, la médecine chinoise, la chirurgie à main nue, enfin bref, il y en a un milliard de façons d'avancer, la kinésiologie, que ce soit de la médecine moderne ou alternative, la psychologie aussi, bien sûr, c'est vous permettre d'avancer sur un chemin de connaissance de soi, donc un chemin aussi qui va vous permettre d'être plus en lien avec l'autre. Donc ça va permettre de, notamment, comprendre ses schémas de vie. Si on considère, métaphore ou pas métaphore, on s'en fout. On considère qu'il y a une espèce de bibliothèque universelle dans laquelle on peut aller piocher des informations sur soi. Ça peut nous permettre de comprendre mieux nos schémas de vie. Certaines personnes, en état méditatif ou sous hypnose, disent revivre des moments clés de leur passé, comme si elles accédaient à une bibliothèque intérieure. Ces souvenirs, qu'ils soient réels ou symboliques, peuvent nous aider à mieux comprendre nos choix et nos blocages. Donc, est-ce que là, on accède aux mémoires akashiques, ou est-ce qu'on vient chercher dans la bibliothèque universelle à long terme que l'on a dans le cerveau ? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a aussi des choses que la science aujourd'hui n'explique pas et qui sont toujours en recherche dessus. C'est qu'est-ce que la conscience et comment elle fonctionne et où elle est dans le corps. Et on a tendance à dire, on va voir avec le temps, que la conscience de soi et la conscience universelle ne se trouveraient pas dans notre enveloppe physique. Après, c'est un sujet qui est encore très récent. Donc il faut laisser le temps et la curiosité, le travail des gens pour avancer là-dessus. Travailler sur les mémoires akashiques, ça peut permettre aussi de développer son intuition. Parfois, nous savons sans savoir pourquoi. Comment ? Une décision qui résonne juste, une impression forte face à une personne ou un lieu. Et si notre inconscient avait accès à une forme de savoir plus vaste ? Et donc, ceux qui ont fait par exemple du rêve lucide, des rêves prémonitoires, c'est un peu ça. Par exemple. Mémoires akashiques permettent aussi, on a parlé de comprendre ses schémas de vie, mais ça va être aussi se libérer du passé, parce que comprendre les schémas, c'est une étape, mais parfois l'objectif derrière, ça va être de pouvoir déposer, se libérer du passé. Donc que ce soit par la méditation, la thérapie, l'écriture inspirée, donc c'est l'écriture automatique, toutes ces choses-là, encore une fois, aussi les rêves lucides, tout ça, explorer les mémoires peut aider à dépasser certaines émotions, à mettre du sens sur ce que nous vivons, sur ce que nous avons vécu, et à avancer plus sereinement. Donc maintenant, quand on parle de mémoire akashique, comme plein d'autres
pratique, courant spirituel, il faut avoir du discernement et un recul face aux choses. Moi, je vous dirais jamais ça existe pas, etc. Je vais vous parler, moi, ce que j'ai vécu, moi, ce que je crois. Et je dis souvent aux gens, expérimentez. Expérimentez par vous-même, allez explorer, soyez ouverts au fait de ne pas savoir, et voyez ce qui se passe. C'est comme ça que je fonctionne, moi, dans mes apprentissages et mes découvertes. Comme quand j'ai découvert les soins philippins et la chirurgie à main nue que je connaissais pas. Et la première fois que je l'ai vu, enfin j'en ai entendu parler et je l'ai vu, je me suis dit, ok, je suis curieux. Je pense vraiment que ça peut exister. Il y a un truc, en fait, où quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, mais c'est évident. Pourquoi? Je sais pas d'où ça vient, mais il y a un truc qui a toujours résonné comme ça dans ma tête. Une sorte de... Ah, mais c'est évident que ça marche. Maintenant, le vivre et le voir, c'est encore autre chose. C'est sacrément impressionnant. Donc, agissez toujours avec discernement par votre propre expérience. Parce que c'est beau de se l'entendre dire, de le lire, machin, etc. Mais il n'y a que l'expérience qui vous fera vraiment avoir une matière. Et qui va nourrir vos croyances. Donc l'idée d'une mémoire universelle est séduisante, mais elle comporte aussi des risques. Et le développement personnel comporte des risques. Le courant spirituel comporte des risques. Et comme d'ailleurs la médecine conventionnelle, comporte des risques. Donc c'est en fait la médecine conventionnelle, c'est croire par des biais cognitifs que ce qui est montré par la science, c'est la vérité absolue. Sauf qu'on voit bien que ça marche pas tout à fait comme ça, puisqu'il y a des choses qui avancent avec la science, qui étaient prouvées, qu'on disait c'est bon, et en fait, avec le temps, on se dit ah bah non, c'est pas bon, on n'avait pas toutes les données. Parce qu'il y a un truc qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y a énormément de savoir dans la science qui partent d'hypothèses. Et donc, à un moment donné, parfois avec le temps, les hypothèses de départ, elles sont plus bonnes. Pour un certain nombre de raisons. Et ça, voilà. Bref, on revient au spirituel, aux mémoires akashiques, etc. Médecine alternative. Donc, attention. Malgré tout. Comporte des risques, donc les biais cognitifs. Notre cerveau cherchant du sens en permanence. Encore plus, je pense, dans le contexte actuel du monde. L'effet Barnum, par exemple, nous pousse à reconnaître des vérités personnelles dans des descriptions vagues. Donc c'est à travers une phrase, on va se dire, mais oui, c'est ça, c'est la vérité, ou c'est ce que j'ai vécu, machin, etc. Juste parce qu'une phrase est posée, on considère comme vérité. Attention. Ce que nous interprétons comme un souvenir de vie passée pourrait être une projection de notre imagination. Comme je vous l'ai dit, parfois, les souvenirs vont être traités et modifiés par notre inconscient, parce que notre inconscient retient plus facilement l'émotion associée au contexte que la scène à proprement dit. La scène, si ça se trouve, c'est une histoire d'optimisation. Peut-être que retenir tout le visuel d'une scène prendrait trop de place dans notre bibliothèque, et que du coup, retenir un contexte et une émotion, ce serait un peu comme mettre un fichier dans un zip. On a l'essentiel de l'info, on n'a pas besoin d'avoir le détail, hop, et ça prend vachement moins de place. Peut-être que c'est ça. Je sais pas. Je pose ça là, peut-être. En risque, il y a les dérives spirituelles. Donc le désir de connaître son destin, d'accéder à des révélations absolues peut être une source de manipulation. Il est essentiel de garder un esprit critique face aux prétendues lectures akashiques commerciales. Et toutes les pratiques, en fait, de médecine alternative, mais aussi de médecine conventionnelle. Les médecins ne sont pas des sachants et des porteurs de vérité.
qui sont des porteurs de connaissances acquises par la science, mais la science n'est pas une vérité absolue déjà en elle-même. Donc quoi qu'il en soit, toujours avoir du recul sur les choses et pouvoir avoir l'esprit ouvert et critique quant à la modification. C'est comme aujourd'hui, on apprend encore que la physique newtonienne, alors qu'on sait que c'est plus compliqué que ça, mais que le monde est régi plutôt par la physique quantique et pas newtonienne. Enfin, c'est un mélange des deux. Bref. Et on apprend encore à l'école des choses qu'on sait aujourd'hui fausses. Donc, ouais, toujours avoir un esprit critique, et c'est pour ça que je parle d'expérience, c'est faites l'expérience, ne croyez pas comme vérité absolue ce que vous pouvez lire ou entendre chez les autres, tant que vous n'en avez pas, faites l'expérience de vous-même. Écrit dehors. L'absence de validation scientifique. À ce jour, je rappelle quand même, aucune étude ne prouve que nous pouvons accéder à une mémoire universelle. Et la recherche sur la conscience et la mémoire est encore jeune. Donc là, dans toute la discussion qu'on a eue depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous présentais aussi. C'est des sujets qu'on effleure aujourd'hui, en espérant que ça avance dans les années, les dizaines d'années à venir. Ça avancera de toute façon. Maintenant, jusqu'où on va pouvoir aller, parce que ça va aller avec la physique quantique, et ça va dépendre de comment on avance. Ça va être quelque chose d'assez parallèle, je pense. Ça, c'est mes croyances. Je pense que c'est des choses qui vont se travailler un petit peu en parallèle. Si l'humanité est encore debout d'ici là. Donc, faut-il y croire ? Faut-il y croire ? C'est une bonne question, ça. Les mémoires akashiques sont-elles un réservoir d'informations cosmiques ou une projection de notre psyché ? La question reste ouverte. Voilà. Donc je trouvais ça hyper intéressant comme article, un peu découpé, juste déposé, ce qui permet de nous faire poser des questions sans traiter d'une espèce de vérité absolue. Et ça, je trouve ça très bien quand c'est écrit comme ça. Donc je vais revenir un petit peu sur ce dont on a parlé aujourd'hui. Puis après, pour ceux qui sont présents, on arrive tranquillement à la fin de la mission. Vous connaissez, hein ? Vous connaissez. Eh ouais. Pour ceux qui veulent, après en fin de live, il y a juste à mettre un petit mot. Un petit mot dans le chat. Et je vous tirerai une carte. Alors. Donc on a parlé des mémoires sur le côté scientifique, donc les 5 grands types de mémoire. On a parlé de la mémoire de travail, mémoire sémantique, mémoire épisodique, mémoire procédurale et perceptive, Et en gros, des mémoires qui fonctionnent à court terme et des mémoires qui fonctionnent à long terme, le stockage. On a des profils d'apprentissage, c'est visuel, auditif, kinesthésique. Il y a aussi l'émotionnel pour moi. Mais là, on parle vraiment d'apprentissage. Donc c'est plus sur la répétition et sur le fait de retenir un fonctionnement, une leçon, etc., etc. Et on a parlé des mémoires akashiques. Voilà. Et bien sur ce, on va arriver tranquillement à la fin de cette émission. Si vous avez besoin de revenir pour comprendre parce que vous avez loupé un bout, n'hésitez pas, je le mettrai en replay sur YouTube. Avant de passer au tirage et d'arriver à la fin de l'émission, je vous rappelle que 3 choses. 4 choses. La première, l'atelier à la découverte de votre intuition.
Donc ça, il reste des places. Ce sera le mercredi 16 septembre de 19h à 21h. Et c'est 25 € par personne. C'est à la pépinière du bien-être à Coulon. Deuxième chose, c'est la formation en énergétique. C'est une formation que je dispense, qui va travailler plein de choses, l'intuition, l'énergétique, le soin, connaissance de soi, etc. etc. Donc c'est 4 jours sur 2 week-ends. Dernier week-end d'octobre et dernier week-end de novembre. Donc ça aussi, il reste des places. 4 jours pleins et c'est 400 € par personne. Et on a un atelier sur la respiration qui s'appelle Respirer mieux. L'importance de mieux respirer. Pourquoi c'est important de mieux respirer? Donc ce qui se passe dans le corps, le lien avec les émotions, le lien avec la sérénité, etc. etc. Donc ça c'est 2 heures, le mercredi 16 décembre, de 19h à 21h, et c'est 25 €, c'est par personne. Quatrième chose, sachez que je serai en vacances fin septembre. Donc la dernière semaine de septembre et début octobre, je serai en vacances et je pars sur les îles. Oh, ça va être très très bon ça. Un mélange de rando et de chill plage et de... Oh là, oh ça va être bien. Allez, je vous laisse deviner où c'est. Travailler votre intuition ou aller chercher dans les mémoires akashiques. Peut-être que vous aurez l'info. Vous me direz. Bon, sur ce, personne n'a réclamé de cartes pour la fin de l'émission. Enfin, je vais le faire pour moi. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Donc, c'est le petit oracle des messages de vos guides d'Esteban Frédéric. Une carte, un message. Et là, ça va être une carte pour Bibi. Allez, une carte pour moi. Alors... Votre intuition vous guide. Faites-vous confiance. Votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer les conditions de vos succès à venir. Vous êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. C'est bon ça, petite rénovation, Valérie Damido, tout ça, hop hop hop. On fait un agrandissement, on repeint les murs, allez on maroufle. Sur ce, merci les gens, merci au présent, merci à ceux qui étaient dans l'ombre. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes. Je reste dispo pour les rendez-vous, que ce soit des séances énergétiques ou massages. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, ou m'appeler ou message. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, profitez bien. Prenez soin de vous, prenez soin des autres également. Cœur sur vous. Et bisous. À la semaine prochaine. Ciao.